Olivier Blondet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, gérant de restaurant, propriétaire d'une boîte de nuit. Quelle est la réelle situation des restaurants et boîtes de nuit aujourd'hui avec ces vraies fausses ouvertures? Alors, on va séparer tout de suite les restaurants des boîtes de nuit pour être plus simple. Au niveau des boîtes de nuit, c'est encore plus simple, c'est-à-dire que nous sommes totalement fermés depuis le 16 mars 2020. Donc aujourd'hui, ça fait quasiment 16 ou 17 mois, totalement fermés, c'est-à-dire aucune possibilité ni de près ni de loin d'exercer notre métier. L'ensemble de nos salariés sont au chômage partiel et nous percevons en fait des accompagnements. Je préfère utiliser le terme accompagnement plutôt que d'aide, qui nous permet d'une certaine manière de maintenir un tant soit peu la tête hors de l'eau. D'accord. Voilà. Sur les restaurants, donc on a pu ouvrir, refermer, réouvrir, refermer, un coup le midi, un coup le soir, la terrasse, l'extérieur, l'intérieur. Voilà, donc c'est un peu le capharnaüm en fait depuis maintenant un an. C'est assez compliqué parce que vous le savez, normalement un chef d'entreprise, c'est avant tout pouvoir anticiper. Et là, le problème, c'est qu'en termes d'anticipation, c'est très compliqué parce que ça change relativement souvent, on va dire. Aujourd'hui, je suis inquiet, on va pas se mentir de ce qui se profile. Clairement, la boîte de nuit, c'est le néant en termes d'information. Donc on n'a aucune communication avec la préfecture ou avec d'autres organismes qui nous permettraient en fait d'avoir une visibilité. Donc ça, c'est le blackout total. Et après, sur les restaurants, du coup, dès qu'on commence un petit peu à essayer de travailler sur une mise en place, en général, c'est modifié. Ça s'arrête, exactement. Est-ce que vous avez pu quand même vous organiser en tant que restaurateur pour essayer de répondre à la demande des clients et en même temps pas sortir des clous? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a, on a déjà le premier confinement de l'année dernière où là, pour le coup, tout est fermé. Après, nous, on a repris une activité normale sur le restaurant. La seule chose, c'est que normalement, moi, mon établissement, par exemple, a une fermeture à 2 h du matin. Et on va dire que de plutôt de juin 2020 jusqu'à décembre 2020 aussi, on devait fermer à minuit et demi. Mais au-delà de ça, c'était plutôt chouette. Il n'y avait pas de jauge restrictive. Ça se passait plutôt bien en fait. Après, en janvier, février, là, c'est là que les choses ont commencé à se gâter avec les jauges différenciées, des fermetures anticipées, un coup de pouvoir faire uniquement de l'emporter ou de la livraison. Alors nous, on a essayé de le mettre en place. Maintenant, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est toujours pareil. Je pense très honnêtement qu'aujourd'hui, la clientèle réunionnaise, ce n'est pas quelque chose qui fait réellement partie de nos habitudes de consommation. Donc oui, on prend de temps en temps à emporter on va dire un burger ou une pizza, mais il se trouve que quand finalement on voit que sur la période où nous, par exemple le 144 ou d'autres établissements un peu comme le mien, ont commencé à faire un petit peu d'emporter, les géants qui trustent normalement le marché de l'emporter de la livraison, tels que les très grandes enseignes de burgers ou alors de pizzas très connues, ont vu d'une certaine manière un petit peu leur part de marché diminuer. C'est-à-dire que nous, avec nos petites structures, on a commencé à grappiller légèrement. Donc ça veut dire que la clientèle n'est pas extensible. Donc on n'a pas, comme dans les grandes villes, en métropole ou ailleurs, en fait, où effectivement c'est vraiment un mode de consommation à part entière. Là, c'était plutôt... on va dire que les gens avaient envie de nous filer un petit coup de main, voilà. Mais pas de quoi en fait atteindre de près ou de loin un seuil de rentabilité, c'est impossible. Pour les restaurants et les établissements qui ont, on en parle souvent dans les médias, des aides financières, des charges qui sont gelées et non annulées, on est d'accord. Ça vous permet pour l'instant de garder la tête hors de l'eau, mais on parle rarement du post-Covid, parce que 10 charges gelées, 10 charges qui vont être rattrapées à un moment donné. Donc si votre restaurant fait 80 couverts, il ne pourra pas en faire 160 dans 3 mois pour couvrir. Donc est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que la catastrophe, elle est vraiment à venir? La catastrophe, elle est vraiment à venir. Alors c'est quelque chose que j'ai mis en avant régulièrement. C'est très simple. Aujourd'hui, on nous parle d'aide. Donc c'est vrai que dans l'esprit collectif, les gens pensent que les restaurants ont des aides. Je vais parler d'accompagnement tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a eu un accompagnement qui se situe à hauteur de 20% de la perte de chiffre d'affaires. D'accord ? Sauf que, dans le même temps, on a 30% de charges qui sont maintenues, qui sont gelées, mais qui sont maintenues, c'est-à-dire qu'ils vont être dus à un moment donné.
Dans le même temps, on nous divise par 2, à minima, le nombre de clients qu'on peut recevoir. Et en plus, on diminue l'amplitude horaire sur lesquelles on peut recevoir les gens. Donc en gros, c'est très simple. Atteindre un seuil de rentabilité, pour le moment, oui, mais on ne sait pas en fait dans quelques mois ce que ça va réellement donner. Je sais qu'il y a certains de mes confrères qui se disent, notamment depuis l'application du pass sanitaire, que ce que j'ai pu mettre en avant était finalement pas très réfléchi. Je vais apporter une précision là-dessus. C'est très simple. Aujourd'hui, sur Saint-Denis, on est à peu près à 5 restaurants sur 10. Je parle de restaurants un peu comme le mien. Voilà. Je ne vais pas parler des petites, très petites structures. On va parler des établissements un peu comme le mien. Donc on est à 5 sur 10 à être ouverts, que le midi. Forcément, les gens qui ont décidé d'ouvrir là sur cette période travaillent bien. Tout simplement parce que les gens déjà n'ont pas l'opportunité d'aller soit le midi, soit le soir au restaurant, c'est que le midi. Et en plus, ils se répartissent uniquement sur les restaurants qui sont ouverts. Donc forcément que ces gens ouverts là à cette période travaillent. Parce que les établissements comme le mien, et comme 5 sur 10 autres, sont toujours fermés. Au moment où on va devoir tous réouvrir, parce que ce profil, l'arrêt des charges, enfin l'arrêt des aides, entre guillemets, des accompagnements sur les gens qui seront récalcitrants, parce qu'on parle bien de ça, donc des gens qui préféraient ne pas ouvrir parce que l'application du pass sanitaire paraît compliquée ou que ça va pas, et ça coûte très cher. Donc en fait, une fois que nous tous, on sera obligés de réouvrir, là, dans ce cas-là, ce dont je parle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, va vraiment être visible dans les faits. Et je pense que ça risque d'être une sacrée déconvenue en fait pour l'ensemble du secteur. Au jour d'aujourd'hui, en plein mois d'août, vous faites partie d'un collectif des commerçants du bar à choix, il me semble. C'est ça, les acteurs économiques du bar à choix, oui, tout à fait. Tout à fait. Et bon, on parlait de vous, mais les autres commerçants, tête sous l'eau, tête pas sous l'eau, ils vont décider. On voit beaucoup de restaurateurs en métropole qui sont au bord du suicide. Faut pas le nier, faut pas l'oublier. À La Réunion, dans quel état? Sur Saint-Denis, en tout cas, sur ce collectif, ils sont comment? Est-ce qu'ils vont fermer? Est-ce qu'ils vont démissionner? Parce que dit tout ça, dit licenciement derrière. Oui. Alors on n'a plus l'obligation de licencier, mais c'est encore plus pernicieux parce que ce qui va être un peu paradoxal. Mais en vrai, quand on devait licencier le salarié, quand on parle de licenciement, la personne a le droit à ses droits tout de suite. Là, on va devoir la suspendre au niveau de sa rémunération pendant 2 ou 3 mois, histoire que finalement elle craque. Que d'elle-même, elle démissionne, parce qu'elle va vouloir maintenir son intime conviction, et là, elle va se retrouver dans une période de carence. Donc en plus de ne pas avoir été payé pendant 2-3 mois par son employeur, derrière, il va peut-être se passer 1 ou 2 mois avant de pouvoir toucher des aides. Moi, par exemple, dans mon entreprise, la plupart de mes salariés, en fait, sont les chefs de famille, sont ceux qui ramènent le salaire à la maison. Donc demander à un de ces salariés, finalement, de rentrer chez lui et de dire, écoute, pendant 3, 4, 5 mois, je ne vais pas pouvoir amener le pain sur la table, c'est compliqué. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, on se retrouve l'outil de cette obligation vaccinale. Voilà ce qui se passe réellement dans les faits. Alors, vu la dureté, la stigmatisation et j'en passe des meilleurs sur les restaurateurs, vous n'avez pas envie de changer de métier? Non, clairement pas, parce que c'est une vocation et ça, pour rien au monde, ça véhicule tellement de belles valeurs, tellement de choses essentielles à mes yeux, en fait, que c'est pas possible. C'est pas, pour moi, c'est inenvisageable parce que j'aime ce métier, j'aime recevoir des gens, j'aime le contact avec le public, j'aime justement rencontrer des gens d'horizons complètement différents, d'avoir ce moment de convivialité. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que quand une personne est assise à table, c'est pas rare, par exemple, d'être en petite discussion très, très amicale avec un patron super inaccessible en temps normal, ou avec un élu, ou avec... voilà, donc c'est quand même un moment où finalement, d'une certaine manière, on baisse tous un petit peu la garde de l'image qu'on renvoie à l'extérieur, ou même du poste qu'on occupe, et on a justement des échanges qu'on n'aurait pas dans la vie de tous les jours, et surtout dans les moments de tous les jours. Je vais juste vous apporter une petite précision. Donc du coup, vous me parliez des acteurs économiques du bar à choix. Oui. Je vais vous donner un exemple qui est pour moi le plus criant. Et je sais que je peux en parler parce qu'il m'a donné un feu vert. Je vais vous parler du casino. Le casino, donc vous savez comment ça fonctionne, c'est très simple, il y en a un par zone. Donc un Saint-Denis pour toute la zone nord et est, un à Saint-Gilles, un à Saint-Pierre. Celui de Saint-Denis, à partir du moment, donc le 21 juillet, où il y a eu l'application du pass sanitaire, on parle de moins 70% de fréquentation. C'est un casino. Un casino, dans la loi, ne peut pas ne pas être rentable. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire des casinos qu'un casino ne soit pas rentable. Aujourd'hui, le jour
où on a appliqué ce pass sanitaire, il a vu 7 clients sur 10 ne plus passer la porte de chez lui. Maintenant, il se passe que finalement, il a aussi, maintenant que le pass sanitaire est appliqué, en fait, en gros, la fréquentation continue de baisser. Là, il y a une semaine, on était en réunion ensemble, il est à moins 90% de fréquentation. Donc ça va lui permettre de couvrir à peine ses charges. Sachant qu'un casino, en fait, dans la ville dans laquelle il est hébergé, participe à toute l'activité sociale, donne une grosse partie de ses bénéfices à la ville pour faire tout un tas d'événements et de choses comme ça, en fait, ça va impacter bien plus fort que le secteur en lui-même, en fait. Quand on parle de restauration, quand on parle de ces gens-là, ça va impacter socialement très fort et on va vers une fracture sociale sans nom. Parce que toutes les associations qui sont justement dépendantes de ces petites subventions qui sont données par-ci ou par-là, ou même des festivals comme les Electropicales, qui justement, où le casino est vraiment partie prenante du projet, en fait, aujourd'hui, ne pourront plus, clairement plus, en fait, exister. Et à travers ça, en fait, tout le tissu social, des bénévoles, des gens qui accompagnent, de tous les quartiers que ces festivals essayent de mettre en l'air. On parle du pass sanitaire, mais le pass sanitaire, c'est avant tout quelque chose qui va avoir un impact en général et sur tous les secteurs d'activité et surtout sur le social au sens large du terme. Ouais. Avez-vous aujourd'hui, même si ce n'est pas votre rôle, la solution qui pourrait, une solution remplie de bon sens, on va dire ça comme ça, pour pouvoir tenir et bien tenir? Et pour pas que ça soit, comme tu disais tout à l'heure, un jeu de quilles. Ouais, mais moi c'est simple. Pour moi, le bon sens, c'est ce qui aurait dû être. J'ai fait une des premières discussions télévisées que j'ai eues. J'avais fait un appel au pouvoir public et à nos politiques en disant, s'il vous plaît, par pitié, remettez le bon sens au cœur du débat. Simplement parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on marche un petit peu sur la tête. Un coup c'est que le midi, un coup c'est que le soir, un coup c'est ceci, un coup c'est cela. On voit bien que tout le monde patauge. On est conscient qu'il y a une pandémie mondiale. Là-dessus, il n'y a pas à revenir dessus. Maintenant, ce qu'on commence à comprendre et ce qu'on voit, je pense, de plus en plus dans les faits, c'est que ce sont des décisions politiques avant tout et qui vont souvent à l'inverse du bon sens sanitaire. Et ça, aujourd'hui, c'est inquiétant. Je pense qu'on devrait tout simplement remettre la santé des gens au cœur du débat. Malheureusement, on parle de vaccinés, non vaccinés, on se rend compte qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, de toute façon, il y a quand même des risques. Alors on nous parle des formes graves, pas des formes graves. Les gens n'ont plus confiance en la politique depuis des années. Aujourd'hui, on se retrouve à être infantilisé, on se retrouve à être obligé, on se retrouve à être forcé à faire telle ou telle chose, alors qu'on ne nous apporte pas de garantie dans le même temps. Il y a tout un tas de pays qui ont préféré la pédagogie, qui ont préféré finalement la responsabilité personnelle et qui s'en sortent très 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 bien. Donc j'aimerais qu'à un moment donné, oui, on puisse revenir sur ce bon sens et que finalement on puisse peut-être plus expliquer aux gens, leur montrer que le moyen de s'en sortir, c'est peut-être justement et avant tout de respecter les gestes barrières, de continuer au niveau du port du masque. Parce que ça, aujourd'hui, il y en a un décret quand même de l'État qui est sorti en plein mois de juillet, qui expliquait que pour les personnes vaccinées, le port du masque et les gestes barrières n'étaient plus du tout impératifs. Et ils sont revenus dessus. Ils sont revenus dessus, mais ce qui se passe, c'est que finalement, la seule chose sur laquelle tous les médecins sont d'accord, pour, anti, peu importe, la seule chose sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est port du masque et gestes barrières, quelle que soit la situation de la personne. Sortir en plein mois de juillet un décret, on sait comment ça se passe au mois de juillet en métropole, on sait que c'est l'été, tout le monde a besoin de lâcher un peu du lest. Sortir un tel décret, pour moi, c'est scandaleux et pour moi, c'est vraiment dangereux. Très honnêtement, je pense que c'est la pire des choses qui pouvaient arriver. Parce que d'une certaine manière, on a fait croire aux gens que grâce à ce moyen-là, ils étaient d'une certaine manière immunisés et qu'ils ne craignaient rien. Alors que si on leur avait juste dit de continuer de maintenir ça, eh ben, les gens auraient continué à maintenir la distanciation et peut-être que les choses se passeraient mieux. J'ai peur de la rentrée de septembre, très honnêtement. Je pense qu'en septembre, en métropole, on va exploser. Oui, exactement. Alors on parle de situation inquiétante, mais jusqu'à quand pour vous, enfin votre corps de métier, elle sera inquiétante avant d'être très grave? Combien de temps vous pouvez vous attendre que la situation s'améliore, en tout cas pour que vous puissiez travailler correctement
et à 100% de vos capacités. Voilà, clairement, on n'a plus vraiment beaucoup de temps devant nous. Hein. Donc elle n'est pas inquiétante, elle est grave aujourd'hui. Elle est grave. Oui, elle est grave, tout à fait, oui, parce que de toute façon, ce qui est déjà amorcé n'est pas forcément visible sur l'instant. Je vous disais tout à l'heure, j'ai certains confrères qui sont ouverts sur cette période-là, moi je suis fermé, et qui me disent « Ah mais voilà, on cartonne, on ceci, on cela ». Oui, mais encore une fois, c'est voir juste devant soi. C'est pas d'essayer de se projeter un petit peu. Aujourd'hui, vous travaillez parce qu'il y a des trucs qui font que vous travaillez. Si maintenant, demain, tout le monde se remet à travailler avec justement ce pass sanitaire ou les choses comme ça va plus du tout être la même chose. Aujourd'hui, on est dans une situation grave, tout simplement parce que les charges vont arriver. On va nous les réclamer. Si vraiment l'État avait voulu nous aider, dans ce cas-là, ça aurait été une annulation pure et simple de toutes les charges. Ça aurait été une indemnisation au niveau de la perte de chiffre d'affaires. Grands absents de ce débat, les assurances. On a tous des assurances pour la perte de chiffre d'affaires. Tous, autant qu'on est, avons été bottés en touche poliment par nos assurances disant que bah non, désolé, ça ne rentrait pas en cas de figure. Voilà, donc en fait, des solutions économiques, il y en a. Et il y en aura encore. Le truc, c'est qu'on ne veut pas les mettre en place. Pour quelle ou quelle raison, ça je ne pourrais pas vous dire. Parce que après, sur une situation économique, on est bien d'accord que l'État peut, même s'ils ne connaissent pas ce nouveau virus et qu'ils y vont aussi à l'aveugle. Oui. Mais la situation financière, ils sont bien au courant de tout ça. Oui. Et ils pouvaient très bien laisser les entreprises bien vivre et même fermer, d'être tranquilles et avoir des employés tranquilles. Oui, mais ce n'est pas le but. Parce que si ça avait été le but, alors dans ce cas-là, ça ferait des dizaines d'années que l'hôpital serait au cœur des débats. Chose qui n'est plus le cas depuis... voilà, aujourd'hui, on parle il n'y a plus de place, il y a ceci, il y a cela, mais c'est pas parce que tout explose, c'est parce que tout simplement, depuis des années, on ferme les hôpitaux, on ferme les services de maternité, on ferme des lits, on ferme tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans un moment où ça coince. Donc nous, c'est pareil, sur les entreprises, aujourd'hui, vous savez, c'est très simple, hein, on est tous sous l'eau au niveau des charges, c'est très compliqué. Voilà, il suffisait sur cette période-là de dire, comme ils l'ont fait sur les boîtes de nuit au bout de 6 mois, parce que là on nous a dit, voilà, vous serez exonérés. Mais il y a eu quand même 6 mois où pas d'exonération. Il suffisait de faire ça, il suffisait de demander effectivement un effort, comme on nous a demandé à nous, parce que nous on nous demande des efforts depuis le début de la pandémie. Et par exemple, les assurances n'ont jamais fait autant de bénéfices et autant de profits que sur cette période-là. 3 mois sans aucune activité, personne avec une voiture, forcément on fait des économies. Donc peut-être qu'il aurait été de bon ton et finalement, là, ça aurait été un réel effort de demander à ces gens-là de mettre un petit peu la main à la poche ou même au système bancaire d'être un petit peu plus souple avec nous sur la période parce que très honnêtement, on a tous eu le droit à des PGE qu'on va devoir aussi rembourser et ça, c'est encore un endettement hallucinant. On n'avait pas le choix, donc on l'a tous fait. Maintenant, on commence à avoir la pression gentiment des banques qui commencent à revenir vers nous. Oui, mais voilà... Il va falloir commencer à passer à la caisse, on a des frais qui augmentent, on a tout un tas de choses. Donc au final, nous, on nous empêche de travailler pleinement. Par contre, tout ce qui est obligation, on va dire, fiscale, là, continue de marcher normalement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'effort est porté sur les restaurateurs. Je ne l'ai pas encore vu porter réellement sur les assurances ou sur les banques. Dernière question. Alors, l'espérance de vie du restaurateur aujourd'hui à La Réunion, s'il n'y a pas de décision et de solution? Je pense qu'il y a 2 types de restaurateurs. Il y a ceux qui avaient déjà un petit peu du plomb dans l'aile avant cette crise, qui ont réussi à finalement s'en sortir un petit peu parce qu'on a injecté des PGE. Le problème, c'est que si à la réouverture, on leur demande les PGE, qu'il n'y a pas de réel accompagnement, on va dire d'annulation de toutes les charges et que dans le même temps on leur divise par 2 la clientèle parce qu'il y a le pass sanitaire, ça risque de faire un strike monumental. Après il y a l'autre type de restaurateur qui lui avait une trésorerie à peu près correcte, qui du coup a généré des dettes, donc va se retrouver dans une situation où lui il aura du plomb dans l'aile. Mais de toute façon, il n'y a pas de restaurateur qui va se sortir grandi de cette période. Il n'y a pas de restaurateur qui va voir son chiffre d'affaires augmenter ou qui va pouvoir réinvestir. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près à 100 000 offres d'emploi disponibles sur le marché de la restauration entre la métropole et la Réunion qui sont non pourvues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on perd un employé, on met des mois et des mois avant de pouvoir le retrouver. Malheureusement, avec l'application du pass sanitaire, les obligations, on voit de plus en plus de gens, d'ailleurs aussi ça se passe dans le médical, on voit de plus en plus d'infirmiers démissionner, c'est ce qui va se passer aussi chez nous.
clairement. Donc, moins de clients, plus de personnel pour assurer une qualité de service ou de choses comme ça, les charges qui continuent en plein. Je ne veux pas être alarmiste parce que je reste quelqu'un de positif, vraiment ultra positif. J'espère qu'à un moment donné, le bon sens va revenir et que peut-être quelque chose va se passer et qui nous permettra de voir les choses un petit peu plus sereinement. Mais en tout cas, il faut le prendre en considération. Il ne faut pas penser qu'on est des pleurnichards ou souvent nous dire « ouais, vous avez les aides, vous avez ceci, vous avez cela ». Clairement, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire notre métier en plein. On n'en veut pas de ces aides. On veut juste pouvoir travailler normalement, on veut juste pouvoir regarder nos équipiers droit dans les yeux en se disant « voilà, tu es avec moi depuis des années, je passe plus de temps avec toi qu'avec ma propre famille ». C'est pour une vraie bonne raison. J'ai envie de recevoir moi mes clients et pas de faire de différenciation entre eux pour tel ou tel QR code ou je ne sais quoi en fait. C'est pas mon rôle à moi. C'est pas mon rôle. Et aujourd'hui, de nous faire porter, nous, cette responsabilité-là, je trouve que c'est un peu mal placé. Merci Olivier. Merci beaucoup. À très bientôt sur Clickpoint. À bientôt. Merci.